Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Stéphanie Rivoal, qui est ambassadrice, secrétaire générale du sommet Afrique-France qui aura lieu en juin prochain 2020 à Bordeaux. Stéphanie Rivoal, vous avez été présidente d'Action contre la faim, vous avez été également dans le secteur bancaire, et puis juste avant ce poste, vous étiez ambassadrice en Ouganda. Donc vous avez une triple expérience. Alors ce sommet, comment se prépare-t-il? Est-ce que c'est toujours les mêmes interrogations dans les sommets France-Afrique? Est-ce que ça sera quand même le sommet comme d'habitude avec un grand raout de chefs d'État où il se passe pas grand-chose? Je vais essayer que ce soit l'inverse de ça. D'abord, il y a embouteillage de sommets. Il y a beaucoup de sommets entre l'Afrique et les pays en ce moment. Bien sûr, il y a la Chine qui est son 4e, je crois, les Japonais 7e, et puis les Russes qui font leur premier à Sochi cette année. Donc il y a vraiment un engouement avec deux mots-clés, sommet et Afrique. La France en est à son 28e. Depuis les années 70, première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que ça va être toute l'Afrique? Alors déjà, ça c'est pas nouveau, ce sera toute l'Afrique, mais ça fait depuis les années 80 que les pays même d'Afrique anglophone sont conviés. Le Kenya était déjà présent en 82, je crois, et d'autres pays anglophones. Donc, je confirme, c'est déjà un sommet toute Afrique, Afrique du Nord, Afrique du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Alors effectivement, mon profil, vous l'avez noté, est relativement atypique, et c'est peut-être pour ça qu'on m'a donné cette charge, c'est que je puisse utiliser ces compétences pour avoir un sommet qui vraiment fait du politique, de la diplomatie, bien sûr, ça c'est important, ce sont des chefs d'État, des ministres, fasse de l'économique, avec des présences de secteurs privés. Le thème de ce sommet est la ville et les territoires durables. Or, les solutions doivent être aujourd'hui portées aussi par le secteur privé. Et puis, ma casquette un peu associative, société civile. Et là, j'aimerais vraiment une forte présence de la société civile. Et la dernière population que vous voyez pas dans les sommets, ce sont les maires et les collectivités territoriales. C'est un maillon qui n'est pas invité dans ces grandes arènes politiques. Il y a eu des entreprises, il y a eu des forums à côté de jeunes, de femmes, mais les maires et les collectivités territoriales échappent souvent à ce type d'exercice. Là, ils vont être là, et vont être au cœur même, puisque les villes territoires, c'est eux qui font le tampon, l'interface entre le citoyen et le chef de l'État. Premièrement, toutes ces présences. Deuxièmement, la méthode, on va les mettre tous ensemble en unité de lieu, en unité de temps, et ça en général, on les satellise, on fait des forums à côté, ça va être le cas d'ailleurs en Russie, c'est souvent le cas, ça a été le cas au Japon encore, avec une business expo et un business forum, à côté. Là, l'idée c'est de mettre tout le monde ensemble. Mais donc, est-ce que cela veut dire que le seul sujet sera la ville durable et qu'on va pas évoquer la question du franc CFA, la question des conflits, la question de la démocratie? Est-ce que ça sera vraiment un mono-sujet? C'est un mono-sujet. Si on se disperse et qu'on commence à évoquer les autres sujets, on va perdre l'essence même de ce sommet. On veut parler ville et territoire durable, on veut parler économique, on veut parler approche française à comment les sociétés et l'État font des affaires, des contrats sur le continent africain. Ces autres sujets sont très intéressants, mais on en débat un peu toute l'année, j'ai envie de dire. On parle du franc CFA souvent avec le projet de l'éco. Alors bien sûr, on parle du CFA à ce moment-là. La politique, les élections en Côte d'Ivoire, la situation en Libye, sont débattues à tout moment de l'année dans différents forums. Ici, j'aimerais, moi en tant que secrétaire général, autant que faire se peut, qu'on reste sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que les chefs d'État entre eux ne vont pas discuter d'autres choses. Bien évidemment, derrière les portes et dans la diplomatie profonde vont se passer sans doute d'autres discussions. Et on verra si ensuite les chefs d'État ont envie de l'évoquer lors des conférences de presse de clôture, par exemple. Mais le sujet aujourd'hui, c'est la ville et les territoires durables, c'est l'économie avec les entreprises françaises et africaines et la présence de la société civile. Vous parliez des chefs d'État, donc qui vont derrière les rideaux parler entre eux des grands problèmes. Est-ce qu'on connaît déjà un peu le casting de ce sommet qui une fois encore aura lieu en juin 2020, ou est-ce que les chefs d'État et de gouvernement s'annoncent un peu au dernier moment? Alors ça dépend effectivement de l'historique de nos relations. Les chefs d'État d'Afrique francophone répondent présents très vite. Ils ont l'habitude de ce rendez-vous avec le chef d'État français en France ou en Afrique, et un rendez-vous entre eux également. Donc en fait, les chefs d'État francophones ont répondu présents dans la foulée pour la majorité. On en est à une quinzaine qui ont répondu quasiment dans les 2 semaines qui ont suivi. Les autres chefs d'État d'Afrique anglophone nous montrent des signes d'intérêt.
Notamment parce que le sujet est intéressant, l'urbanisation est au cœur de nos préoccupations. Les villes, comment les aménager, comment les rendre vivables, qu'elles soient capitales ou villes secondaires, c'est pas un sujet annexe, c'est un sujet central. Et surtout avec les jeunesses et la démographie africaine que l'on sait, dans les villes et dans les campagnes. Donc le sujet déjà est positif pour eux, c'est un bon sujet. Deuxièmement, l'angle économique, quand on connaît le Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda et bien sûr Nigeria pour l'Afrique anglophone, Afrique du Sud, quand on leur parle de business, ça résonne dans leur manière de travailler et dans les préoccupations tout en haut de l'agenda des autorités politiques. En Afrique du Sud, ils ont fait leur forum des investissements l'année dernière, ils en refont un cette année et ils vont le faire tous les ans. L'économie sud-africaine ne se porte pas au mieux et ils ont besoin d'investisseurs étrangers. Donc j'arrive avec un autre discours, celui de dire la France vous invite à présenter vos entreprises, à capter et attirer des financements et des investisseurs, à nouer des partenariats entre Africains et avec des Français aussi, on en sera très heureux, pour que vous puissiez être prospères et construire une économie plus forte. Ça leur parle. Quand est-ce qu'ils vont me confirmer leur présence ? Je pense un peu plus tard. Je pense que c'est aujourd'hui dans leur agenda, quelque part, ils ont bien noté. La confirmation finale sera sans doute dans un deuxième temps. Mon ambition, c'est d'avoir 40 chefs d'État présents. C'est ce que j'aimerais, avec une représentation, en revanche, de tous les États africains, des 54, que ce soit au chef de l'État ou bien au vice-président, au Premier ministre ou au ministre des Affaires étrangères, qui est en général la représentation numéro de base. Alors vous l'avez évoqué, effectivement, l'Afrique est un continent qui s'urbanise de plus en plus. La jeunesse est très présente dans les villes. Il y a aussi des problèmes démographiques, on annonce effectivement 2 milliards d'Africains. Donc comment gérer cela ? Comment gérer à la fois cette poussée démographique et l'urbanisation dont on sait aujourd'hui, dont on voit dans de nombreux pays et dans de nombreuses villes, qu'elle n'est pas très durable, qu'elle n'est pas très vivable et qu'elle est plutôt la source de nombreux maux que de nombreuses solutions. Absolument. Et sur les 2 milliards, il y en a 1,2 qui seront en ville d'ici 2040-2050. Donc on va avoir une population fortement urbanisée. Mais pas forcément urbanisée comme on l'entend. C'est-à-dire ce seront des groupements humains assez importants qu'on peut qualifier de villes de par leur nom, mais pas nécessairement de par leur structure, leur architecture, d'un point de vue de l'habitat ou bien des canalisations, de la mobilité. Ces sujets-là, c'est les sujets numéro 1, c'est les services essentiels. Comment allons-nous faire ensemble, et surtout les Africains eux-mêmes, pour rendre ces villes plus durables sans tout bétonner, sans avoir une pollution monstre qui est déjà présente dans les villes, de la congestion, bien sûr, de la perte d'argent et d'énergie. On peut mesurer en points de PIB le temps passé dans les embouteillages dans de nombreuses villes africaines, ça se mesure, c'est trop important. Et comment on va faire également pour ces quartiers informels que vous notiez, donc les bidonvilles qui sont en périphérie parfois, ou dans les interstices de la ville. Prenez une ville comme Lagos, il y a 40 bidonvilles à l'intérieur, dans une ville de 22 millions d'habitants. Comment faire pour que ces quartiers informels puissent s'améliorer, gagner en verticalité, plutôt que d'avoir un habitat au rez-de-chaussée, gagner en habitabilité, du logement quand même plus salubre, sans détruire l'économie qui est dans ces interstices urbains. Si vous déplacez un bidonville, vous tuez une industrie. Elle n'était certes pas dans les meilleures conditions, ni salubre, ni durable. On peut lui donner toutes sortes de caractéristiques négatives, mais elle était là. Cette économie, il ne faut pas la perdre. Donc, il faut déplacer des gens en préservant ça. Peut-être que c'est un sujet, lors du sommet, qu'on pourra un petit peu triturer, voir quelles sont les solutions techniques, humaines, pour modifier les quartiers tout en gardant le tissu humain, le lien social et l'économique. Un des sujets parmi tant d'autres. Est-ce que par rapport à cette vague démographique, urbaine, est-ce que la vague n'est pas trop forte ? Quels sont, par exemple, avez-vous des exemples de solutions concrètes pour rendre une ville africaine à la fois plus durable et plus vivable ? Alors on va déjà essayer de parler des villes secondaires en se disant que si on se positionne un cran avant la capitale, et que cette ville-là, qui en général pêche en investissement, parce qu'il n'y a pas le volume, c'est plus facile de faire une grande centrale de déchets ou une grande route là où il y a beaucoup d'habitants, donc parce qu'on sert plus de monde, que dans une ville moyenne. Déjà, si on se situe une étape en avant, en rendant ces territoires et
ces villes secondaires jusqu'au maillon village plus attractifs pour la jeunesse africaine, avec tout un tas de services, éducation, sport, culture, on va peut-être prévenir l'urbanisation vers la grande ville. Des villes qui font des efforts majeurs, elles sont toutes en prise à ces sujets, elles font des tonnes d'efforts. Le problème qu'il y a, c'est elles sont toujours, par la force des choses, en retard. Elles créent par exemple 100 000 logements. Vous créez 100 000 logements, par exemple au Sénégal, le président Sall a annoncé la création de 100 000 logements. À l'échelle du Sénégal, c'est important. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va pas déjà être occupé par les gens qui n'ont pas de logement aujourd'hui? Donc l'idée, ça va être de penser l'après, de pas être toujours à la remorque des besoins, mais de penser l'après. Une des solutions, qui n'est certainement pas la seule et qui n'est pas forcément durable, c'est l'utilisation du digital. Donc l'information, le mobile money qui a été inventé en Afrique et qu'on utilise 10 fois moins en France et encore plus que ça par rapport à l'Afrique, c'est une solution pour avoir de l'économie sans passer par des banques. Donc c'est une solution. Maintenant, de mettre du smart partout et de la tech partout, c'est pas durable. Tous nos outils sont fabriqués avec des minerais rares, avec une obsolescence programmée et sont énergivores. Mais néanmoins, il faut être intelligent. Donc la ville intelligente en Afrique, elle sera digitale, c'est sûr. Elle sera aussi low cost, low tech. Quand on n'a pas un énorme débit, il faut faire des apps légères. Donc, il faut réfléchir comme ça. Et le low cost, ça peut être aussi la solution pour nous. Les Africains n'ont pas forcément les moyens de faire des ouvrages les plus chers. Ils sont poussés par la force des choses à faire des choses qui marchent à bas coût. Alors, il ne faut pas sacrifier la qualité, mais on peut réfléchir sur ça, sur une sorte d'innovation frugale, de villes moins énergivores. Je n'ai pas d'exemple à donner parce qu'aujourd'hui, c'est un projet dans une ville, un autre projet dans une autre ville, un TER à Dakar, une ligne grande vitesse au Maroc, une solution déchets au Nigeria. En Afrique du Sud, il y a le grand bidonville d'Alexandra au sein de Johannesburg, où c'est une économie en part entière là-dedans. Il n'y a pas encore de projet. Mais alors, Inner City de Johannesburg, qui avant était vivant, a été déserté lorsque les diamantaires sont sortis, qui aujourd'hui n'est pas le quartier le plus habitable du tout, va être un vaste chantier pendant les 10 prochaines années. Ils vont construire, réhabiliter du logement qui était du bureau pour faire des petits appartements. C'était pas l'habitude des Africains au départ de vivre dans des petits appartements. Mais ils sont en train de faire ça pour que ce quartier totalement au centre de la ville de Johannesburg puisse accueillir plus de personnes dans des conditions décentes, avec des arbres, avec des magasins et des crèches et des écoles de proximité. J'ai pas d'exemple holistique, mais j'ai des petits exemples et le sommet sera l'occasion que ces exemples se rencontrent. Se nourrissent mutuellement voilà. Et créer des initiatives croisées. Alors, vous l'avez indiqué dans vos premiers propos, il n'y a pas que des pays francophones qui seront présents et il y a toujours un peu ce dilemme par rapport à la France. Si on s'occupe de tous les pays africains, les pays francophones se plaignent d'être délaissés. Et si, en même temps, on se concentre sur les pays francophones, il y a les accusations de France-Afrique ou l'idée de ne pas avoir suffisamment large. Comment, finalement, faire la synthèse entre le besoin de cultiver des rapports particuliers historiques et de voir plus large? Alors déjà, j'aimerais qu'on retourne, ça ce serait mon souhait profond, moi qui adore l'Afrique et qui adore la France, dans un discours positif. C'est-à-dire de pas faire des reproches à la France de quoi que ce soit, ni d'ailleurs aux Africains dans l'autre sens, mais de parler de ce qui nous unit. Ce qui nous unit profondément entre la France et l'Afrique, c'est les relations autour de la Méditerranée, avec les pays d'Afrique du Nord, des histoires singulières, mais qui sont des liens extrêmement forts, et puis bien sûr l'Afrique francophone. Ça, c'est inébranlable, c'est tellement profond en termes de liens humains, d'histoires partagées, que cette histoire-là, elle est limite familiale. D'ailleurs, souvent en Afrique, on se dit frères quand on parle de nous entre les deux. Même le président sénégalais le disait. Il disait les anglophones ne peuvent pas nous comprendre, ils ne comprennent pas nos relations. Ce qu'on essaie de faire sur l'Afrique anglophone et l'Afrique anglophone totalement et lusophone, c'est de dire qu'on a envie, une envie, nous, la France, d'aller travailler aussi avec ces pays-là, qu'il n'y a pas d'exclusivité. Je pense que tout ça, on est capable de faire tout, c'est pas l'un au détriment de l'autre, et même à la limite au contraire. Si on fait quelque chose de bien en Afrique francophone avec des Africains, un beau projet, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas réplicable en Afrique de l'Est, avec la même technologie, mais un autre partenaire? Peut-être qu'on est capable, au lieu de dire que c'est l'un ou l'autre, d'être le pont entre les deux.
d'être la porte d'entrée pour l'Afrique francophone, anglophone, dans l'Afrique francophone, parce qu'on les connaît très bien, et parce qu'on a aussi une plateforme de technologie, d'ingénieurs, de solutions qui peuvent être marchées aussi dans d'autres coins de l'Afrique. Donc, au lieu de renverser un peu cette logique, de dire on est fier des relations qu'on a avec l'Afrique francophone, l'Afrique du Nord, on veut nouer d'autres liens, c'est pas l'un au détriment de l'autre, rien ne pourra détruire les liens qui nous unissent à l'Afrique du Nord ou à l'Afrique francophone, et on va en construire d'autres, et ce sera au bénéfice de nos amis historiques. Vous l'avez indiqué, il y a des sommets de plus en plus nombreux, la Chine, le Japon, la Russie, là, à Sotchi en ce moment même. Comment la France peut faire face à cela? Pendant très longtemps, on disait que la France était le gendarme de l'Afrique. Cette époque est révolue. Mais comment faire en sorte de toujours être une puissance africaine alors que la concurrence est de plus en plus rude et que finalement on voit que tout le monde se précipite en Afrique, y compris des pays qui en étaient fortement absents auparavant? Déjà, une première clé, ce serait de prendre conscience de ça, c'est-à-dire d'avoir une conscience aiguë du contexte concurrentiel dans lequel on opère. On a des terrains, des thématiques pour lesquelles on est très reconnu. Comme le disait le président, on veut rester une puissance d'équilibre ou devenir une puissance d'équilibre. Donc on veut que notre diplomatie soit celle-là. Donc on veut un accent fort sur le politique. On veut parler à tout le monde. On est capable de parler au président égyptien Al-Sisi, au président Abiy en Éthiopie, et pourtant parfois ils ont des sujets de discorde entre eux. Donc je pense qu'on veut rester ça. On veut rester une puissance militaire. On n'est plus le seul gendarme de l'Afrique. On reste une présence militaire forte. On n'est plus tout seul, mais on reste la première force occidentale dans certains pays africains. Et on sera toujours au service de la défense des intérêts africains quand nous partageons le même objectif, l'éradication du terrorisme et la sécurité des populations. On sera toujours ça. Notre aide au développement, elle est en mutation. On voit qu'elle grossit. On veut faire de la subvention sous forme de soutien technique sur des projets soutenus par l'Agence française de développement et d'autres outils d'investissement dans des PME. Donc, on investit dans des fonds qui soutiennent les PME. Donc, on veut rester ça aussi. On veut, et ça c'est le dernier volet, pousser cette relation économique. Et dans ce contexte où la Russie, l'Inde, la Chine, la Turquie et bien sûr les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre ont tous très envie de faire des affaires en Afrique, je pense que le maître mot, ce sera de rester pertinent. Pour rester pertinent, faut écouter les Africains, quels sont leurs besoins. Et quand ils ont des critiques dans notre méthode, ils en ont, ils nous disent vous êtes trop lent et trop compliqué. Et en plus de ça, c'est vrai que je pense aux Français et je me dis c'est pas faux. C'est vrai, trop lent, pas assez réactif par rapport aux autres et un peu trop compliqué par rapport aux autres. Donc conscience de la concurrence, de leur méthode, pas les rejeter en bloc en disant on fait mieux que tout le monde. Pourquoi est-ce que on n'a pas ci, on n'a pas ça? C'est prendre conscience que les Africains ont le choix. Une multitude de choix, y compris en France, en Afrique francophone. Le Sénégal, la Chine est devenue leur partenaire numéro 1. Devant nous. Donc on n'a pas du tout d'exclusivité. Il faut prendre conscience de ça. Écouter les Africains leurs besoins et y répondre. Y répondre avec nos atouts. Et je crois tout de même qu'on en a 2-3. On a des connaissances fortes culturelles, on a des Français on a notre diaspora française en Afrique qui forme un tissu humain qui est là. Bien sûr, des entreprises qui sont parfois depuis 100 ans, depuis des dizaines d'années. J'en rencontre en fabriquant ce sommet avec eux plusieurs. Donc on a des atouts, on est bon, on est innovant, on a nos French Tech, il y en a à Cape Town, on exporte aussi. Donc rester pertinent, prendre conscience de nos faiblesses et trouver des solutions rapides. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on peut trouver notre place dans ce nouvel ordre mondial en Afrique. Vous parlez des différents acteurs qui viennent en Afrique. Il y en a un qui fait beaucoup parler de lui, c'est la Chine. Il n'est pas anodin d'ailleurs que l'ancien ministre de la Coopération soit devenu la nouvelle ambassade de Chine à Paris. C'est quand même un signal fort. Comment voyez-vous cela? Est-ce que la Chine vous paraît être un concurrent de nature à nous éclipser ou un partenaire éventuel, et notamment dans les projets de ville durable? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Comment voyez-vous l'offensive, et notamment bien sûr avec ce sujet majeur des nouvelles routes de la soie qui concernent également le continent africain? Alors c'est vraiment une question très complexe parce que
On travaille avec les Chinois tout le temps, hein, c'est un partenaire économique France-Chine. Donc c'est un allié sur certains sujets, on s'entend pas forcément sur d'autres, mais ils sont incontournables. Et en Afrique aujourd'hui, quand on parle d'offensive, en voilà une nouvelle route de la soie, c'est tout de même une offensive totalement décomplexée, d'une ampleur gigantesque. Sur des années et des années à venir, en ayant déjà bien entamé le dossier, et en déroulant à la manière d'un rouleau compresseur sur l'Afrique des projets, de l'argent et des entreprises chinoises. Alors, quand on est d'accord, on peut faire des choses ensemble. C'est comme ça, le business. C'est toujours comme ça. On est en concurrence, mais parfois on est alliés. Et il n'y a pas de règles. Et c'est différent un peu du militaire, de ce point de vue-là. On est d'accord, on fait ensemble. On n'est pas d'accord, on fait pas. Moi, je veux pas être non plus naïve de ce point de vue-là. Et je ne veux surtout pas, de mon point de vue, que la France devienne la porte d'entrée sur l'Afrique sur l'Afrique quand la Chine n'a pas les entrées. Quand la Chine ne comprend pas, on va leur expliquer, on va les aider. Non. Est-ce qu'on aide son concurrent sur un marché? On l'aide pas. On s'allie à lui pour obtenir un marché ensemble, mais on ne va pas l'aider à obtenir un marché à sa place. C'est ça le business. Donc on peut s'allier sur certains cas quand on y tire profit, nous, la France. Il faut garder ça en tête et en ligne de mire numéro 1. Donc c'est du cas par cas à chaque fois. Moi, j'ai envie de dire c'est du cas par cas, avec quelque chose qu'on veut faire monter, sans être moralisateur, parce qu'on est toujours taxé d'être moralisateur là-dessus. C'est la défense des droits, de certains standards, la préservation de l'environnement. Mais quand on parle que de ça aux Africains, on n'est pas forcément ni compris, et parce que c'est pas forcément leur priorité numéro 1 quand on est très très pauvre, qu'on a une jeunesse sous-employés, quand on a des problèmes de sécurité, quand quelqu'un vient vous parler d'environnement ou de protection des droits, c'est pas leur priorité. Il faut l'entendre, mais sans rien lâcher, mais le faire passer autrement. C'est-à-dire qu'en menant des projets avec les Africains où on ne sacrifie pas nos valeurs, mais on en démontre l'utilité. Quand on met du standard de qualité avec du salaire minimum, de l'emploi local, de la préservation des droits des enfants ou des femmes dans un projet, il faut démontrer par la preuve, je pense que c'est normal finalement, que c'est mieux à la fin du fin, que c'est mieux pour le développement économique. Et sur ça, avec les Chinois, on n'est pas toujours entièrement d'accord sur les standards et sur les protections des droits. Et c'est en ça que peut-être sur certains cas, on pourra pas faire du business ensemble, mais sur d'autres, on pourra. Est-ce que nos partenaires européens seront associés à ce forum ? C'est un sommet France-Afrique, ce n'est pas un sommet Europe-Afrique, il y en a un autre qui s'appelle le sommet Union Européenne-Union Africaine. Il s'est tenu à Abidjan dans sa dernière édition. Donc non, c'est un sujet France-Afrique au départ. Et est-ce que, au global, vos regards sur l'Afrique, est-ce que on arrive à intéresser les autres pays européens à l'Afrique ou ça reste quand même encore un tropisme français ? Alors, très franchement, ça monte. Les Allemands sont très présents en Afrique, notamment sur les sujets de business. Et je l'avais vu en Ouganda, on était vraiment en compétition sur des marchés avec les Allemands. Donc les Allemands, franchement, ça les intéresse. Les Portugais, là, commencent à vouloir mettre sur leur agenda quasiment tout en haut les sujets africains. Donc oui, les Portugais aussi s'y intéressent. Les Italiens, les Espagnols ont des histoires avec l'Afrique qui sont pas comme les nôtres parce que pas autant de pays, mais ils ont des intérêts, des prismes sur certaines zones. L'argent du développement aussi. L'Irlande met beaucoup d'argent sur certains pays africains. Alors ils ont cet angle développement. Ils ont l'angle économique dans certains cas. Ils n'ont pas comme nous, ou beaucoup moins, les angles militaires et politiques. Donc finalement, c'est à notre avantage. On a plus encore de présence et de pertinence puisqu'on a les autres. On trouve dans nos discussions, en tout cas ce qui me remonte de mes différents collègues, c'est que les sujets africains deviennent de plus en plus importants sur les agendas individuels des pays européens. Merci Stéphanie Rivoal. Je rappelle que le sommet Afrique-France aura lieu à Bordeaux au mois de juin. Les 4, 5 et 6, je dis que le samedi, tout est ouvert au public, que pour tout le monde qui est intéressé, les entreprises, les ONG, vous pouvez aller sur le site internet www.sommetafriquefrance2020.org pour avoir les informations, vous inscrire. C'est un sommet concret, inclusif, très ouvert, donc venez y participer.